La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Méran-Freinet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Et aujourd'hui, on est d'autant plus ravis que notre podcast, il a fêté ses 1 mois entre le dernier épisode et celui-ci. Et franchement, on est bien content de l'évolution, non ? Ouais, on est super contents. D'ailleurs, on a passé la barre symbolique des 1000 écoutes pour nos 1 mois. Donc merci beaucoup, merci à tout le monde de nous écouter. Et d'ailleurs, si vous voulez nous aider à atteindre encore plus d'oreilles et à démystifier ce qui se passe en labo de pâtisserie, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez nous mettre des petites reviews ou des petites notes sur Apple Podcast ou alors vous abonner sur vos plateformes, ça nous ferait très plaisir. Parce que voilà, si on a atteint les 1000 écoutes, c'est grâce à vous. Mais si on pouvait être encore plus écoutés, on serait d'autant plus ravis. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et d'ailleurs, pour l'épisode du jour, on savait pas vraiment par où commencer. Du coup, on voulait vous parler un peu du processus par lequel on passait pour choisir nos invités et nos sujets. Du coup, il y a 2 cas de figure. Ouais. Donc soit on a déjà un thème en tête, un sujet sur lequel on se dit qu'il y a des choses à dire, que c'est important d'en parler, de l'aborder. Et dans ce cas-là, on va réfléchir à quel invité pourrait être intéressant pour ce sujet-là. Ou alors, il peut arriver qu'il y ait des gens qu'on ait envie d'interviewer, dont on soit persuadé qu'ils aient beaucoup de choses à dire intéressantes. Et dans ces cas-là, au contraire, la démarche est inverse. On va réfléchir à un thème sur mesure pour eux. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui, on va recevoir Nicolas Paciello. Et Nicolas Paciello, on l'a contacté parce qu'on avait eu un peu une idée derrière la tête en fonction de tous ses projets. On savait ce qu'on voulait qu'il nous raconte. Bon, alors déjà, c'est le chef pâtissier au Fouquet's. Avant, c'était même le chef pâtissier au Prince de Galles, aux côtés de la chef triplement étoilée Stéphanie Lequelec. Et Nicolas Paciello, on voulait absolument qu'il nous parle un peu d'accessibilité et de sa relation à la fois aux gens et à la pâtisserie. C'est un chef qui a toujours été dans les palaces, mais l'accessibilité, lui, comme il dit, et comme vous allez pouvoir l'entendre dans l'entretien, il fait de la pâtisserie pour les gens. Il avait envie que la pâtisserie soit vraiment accessible et que tout le monde puisse la faire. Et d'ailleurs, dans ses ateliers et dans son livre, on ressent ça, et vous allez voir que dans tout ce qu'il a pu nous raconter, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est un chef qui déchire. Ah, ça c'est une belle formulation. Donc voilà, on vous laisse écouter maintenant. Bonne écoute! Bonjour Okay. Nicolas. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Nicolas Paciello, je suis chef pâtissier à l'hôtel Barrière Le Fouquet's à Paris depuis maintenant septembre 2019. Et puis, j'ai un beau petit parcours, j'ai eu la chance d'avoir un beau petit parcours à Paris depuis l'âge de mes 20 ans. Et voilà, je suis maintenant ultra passionné et je me lance dans beaucoup de projets entrepreneuriales, que ce soit des petits ou des gros. Et voilà, c'est un peu, ça résume un peu ma vie en ce moment. Parce que tu es originaire de Moselle, et pour ceux que ça intéresserait de connaître plus en détail ton parcours, on peut les renvoyer au podcast que tu as fait avec Génération Do It Yourself. C'est ça, avec Mathieu Stéphanie, où ça explique vraiment tout depuis le début, tout mon parcours, avec tous les aléas qu'il a rencontrés. Alors, moi, je voulais juste revenir sur 3 petites anecdotes que tu pourrais détailler. La première, c'est est-ce que tu peux raconter l'histoire de comment tu es arrivé chez Fauchon ? Ouais, le jour où je suis arrivé chez Fauchon, ou avec comment je suis arrivé ? Comment tu y es arrivé ? Avec ta professeure ? Ma prof, ok. Ouais. J'étais en BTM, on sort de BTM, j'étais limite pas loin d'être premier de ma promo parce que j'étais super prêt et tout, et mon patron m'avait pas gardé. Donc bref, je cherchais du travail, on a fait un dîner de fin de promo, quoi, tu vois, on est sortis tous ensemble, et puis elle a fait le tour de table, et quand elle est tombée sur moi, elle m'a dit toi tu fais quoi ? Je dis moi j'ai rien, je suis en train de chercher, et moi je cherchais dans les alentours, c'est-à-dire Luxembourg, Nancy et tout, et là elle me dit ça te dirait d'aller chez Fauchon à Paris, et genre tu vois j'étais jamais allé à Paris, donc et je lui dis ouais, en rigolant un peu, tu vois, et puis elle appelle devant moi quelqu'un, elle lui parle un peu et elle me donne le numéro, elle me dit t'appelles lundi, et puis tu vois quoi. Et j'ai appelé lundi
Et 3 semaines après, j'étais chez Fauchon, à Paris. Et, et entre ça, je suis allé faire un jour d'essai. Enfin, je suis monté à Paris. Je suis parti à minuit pour arriver à 6h au labo. J'ai fait ma journée d'essai. C'était un peu la première fois que j'allais à Paris. J'étais allé à 4-5 ans, tu vois, mais je connaissais pas Paris, tu vois. Et puis à l'époque, si tu reviens, parce que du coup, ça commence à faire long, mais c'était il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, les portables, ils étaient là, mais pas Internet et tout ça, tu vois. Donc il a fallu trouver un logement assez rapidement et je me suis retrouvé à Vaucresson, près de Versailles. C'était assez drôle. Ouais. Mes débuts à Paris, c'était assez drôle. Ouais. Je cherchais dans le périmètre de la Madeleine et finalement, j'ai fini un peu plus loin, mais voilà. Et à propos de justement ton passage chez Fauchon, où t'étais dans une équipe qui a un peu explosé par la suite, donc sous les ordres de Christophe Adam. T'étais avec Nicolas Bachère, qui est maintenant à Un Dimanche à Paris. Jimmy Mornet, Cédric Grolet, Jean-Pierre, Julien Jean Blas, j'en passe. Dominique Ancel aussi qui était sous-chef. Et est-ce que tu as senti que, je sais pas, sous la dynamique de Christophe Adam, que vous avez tous un peu été boostés dans votre apprentissage, ou c'était vraiment... Non, c'est clairement grâce à Christophe Adam. Y a pas de... Et aujourd'hui, alors bien sûr, il y a l'équipe en dessous, mais l'équipe elle est choisie par Christophe Adam ou ses sous-chefs. Mais une fois de plus, ça prouve bien que tu vois, t'as une tête au-dessus t'as une locomotive, quoi. T'as un cerveau, t'as quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui avance et du coup qui a sélectionné les 40 personnes qu'on était quasiment tous identiques et c'était une équipe de fous. Enfin, chez Fauchon, on avait vraiment une équipe, comme tu l'as dit, avec des Cédric Grolet, des Jean-Pierre Rodriguez, Choco Carré, Nicolas Bachère, Jimmy, et plein d'autres encore. Benoît Couvrant aussi. Rien que ses sous-chefs, c'était Christophe Appert, Angelina aujourd'hui, Benoît Couvrant, Cyril Lignac, Dominique Ancel à New York, et en dessous, il avait Patrick Paillet, Pushkin, tu vois, tous. Non mais c'était incroyable. Ok, donc Christophe Adam, c'est vraiment un bon formateur. Ouais, visionnaire, formateur, entrepreneur. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton arrivée aussi au Prince de Galles avec Stéphanie Lequelec qui est venue te chercher ? Ouais. Et comment ça s'est passé avec elle par la suite ? Alors, comment ça s'est passé ? J'étais chez Cyril Lignac. J'avais fait une super année, mais j'avais déjà fait 10 ans dans la pâtisserie. Donc, j'ai voulu retourner parce que j'étais passé vite fait au Crillon, 1 an. Donc, j'avais goûté à l'hôtellerie. Et du coup, on a lancé Cyril Lignac avec Benoît. C'était un peu tapé dans la main. Et après, Stéphanie a réouvert le Prince de Galles en 2013 et elle cherchait son chef pâtissier et puis moi j'ai postulé pour la place de chef. J'ai passé tous les entretiens sont super bien passés. J'ai fait le testing. Elle avait on avait vraiment un testing à faire assez lourd et je l'ai pas eu. Donc le tasting en gros c'est que tu dois préparer des créations, un espèce de buffet. Ah ouais. Ouais, c'est un concours. Ouais. En plus, elle sortait de Top Chef et tout. Et puis, c'est une compétitrice. Donc, c'était vraiment pièce en sucre, pièce en chocolat, 2 ou 3 desserts à l'assiette, 3 viennoiseries. Des desserts tea time, des tapas. Vraiment un truc lourd. Vraiment un vrai lourd. Concours conséquent, quoi. Et tout s'était presque bien passé. Et puis, du coup, je l'ai pas eu. C'est Yann qui a eu la place. Et elle m'a proposé de... Yann Couvreur. Voilà, Yann Couvreur qui a eu la place. Et elle m'a proposé, parce qu'il y avait quand même eu un coup de foudre un peu, professionnel, une place de sous-chef. Moi, je connaissais pas Yann, il me connaissait pas. Et elle m'a dit, bon, lui vient avec son équipe, mais si tu veux, je peux t'ouvrir une place. Je l'imposerai pas à Yann, mais je vais faire en sorte que... il n'y a pas de raison qu'il te prenne pas, quoi. Et du coup, elle m'a dit, je comprendrais que tu la prennes pas parce que du coup, tu voulais la place de chef et que du coup, tu vas bosser avec quelqu'un qui a eu la place. Moi, je te le propose, tu prends pas. Et j'ai pris tout de suite. J'ai pris tout de suite pour travailler ce que j'avais, justement, parce qu'elle m'a expliqué tout ce qui allait pas. Et du coup, j'ai travaillé pendant 1 an et demi à fond. J'ai fermé ma gueule, je travaillais. Puis on est venu me chercher pour prendre la place de chef à la réserve. Donc finalement, ça a fini par payer au final. Oui, comme quoi, des fois, il faut savoir se remettre en question. Et d'ailleurs, tu parles de la réserve. Qu'est-ce que tu as appris ? Comment tu as appris à te coller à la personnalité de la cuisine d'un chef ? Parce que c'est ça aussi d'être pâtissier. Ouais. Alors déjà, je pense que je suis très humain et que ce soit mes chefs ou des personnes de mon équipe ou n'importe qui, je pense que je regarde beaucoup et je m'intéresse beaucoup aux gens qui sont en face de moi. Et du coup, ça permet d'apprendre la personne et du coup de savoir
que tu travailles avec elle ou quand je dis elle, que ce soit un chef ou une chef, mais que tu travailles avec cette personne-là ou que ce soit en amitié ou quelque chose, plus tu connais la personne en face de toi, plus ça va coller. Tu vois, ça marche pour tout en fait, pareil. Ouais. Et mes chefs, moi c'est exactement pareil. J'ai pas vraiment d'ego. J'ai un ego, mais juste ce qu'il faut pour défendre mes idées et mes desserts. Et puis après surtout, je regarde pour moi, un chef c'est lui la locomotive. On va au restaurant pour manger du salé. Du coup, c'est eux qui proposent les menus. Par contre, je trouvais chaque fois des chefs qui me laissaient créer. Tu vois, et ça, c'est intéressant. Maintenant, ils goûtaient à chaque fois. Et moi, c'est important pour moi qu'ils valident mes desserts comme ils valident ses plats. Et ça fait une cohérence, tu vois, dans le menu. Ouais, il faut vraiment que le dessert, quand il arrive, ce soit vraiment un complément de toute la partie salée qui était arrivée avant. Mes chefs me laissaient faire et après ils me disaient attends, on pourrait voir ça. Pour moi, le menu c'est comme ça. Par contre, le tea time c'est différent, toutes ces choses-là c'est différent. C'est ça que. Et puis j'ai aucun problème à ça. Et puis j'ai toujours eu des chefs assez intéressants, assez forts entre guillemets pour m'apprendre des choses. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de chefs qui. Et d'ailleurs quand j'ai quitté Stéphanie après. À la fin du Prince de Galles, je me suis dit qui est-ce que je vais chercher parce que pour moi c'était une des meilleures. Enfin, en tout cas, il y en a peut-être à son niveau, mais je veux dire, c'est un que je retrouve un chef de son niveau. Oui. Et quand je suis tombé sur Pierre Gagnère, alors là après c'était. Oui, c'est ça. Et c'est là où je me suis dit ok, d'accord, je sais ce que je cherche. Et tu parlais justement des tea time, etc., où là pour le coup c'est vraiment plus la pâtisserie qui s'exprime. On parle de pâtisserie haute couture, de pâtisserie de quartier, pour donner un peu une identité à la pâtisserie. Et toi, comment est-ce que tu définirais la pâtisserie que tu fais ? Moi, ma pâtisserie, je la définis comme gourmande, sincère, un peu comme je suis en fait. Je pense qu'elle me ressemble. J'essaie de faire du beau, mais pas de l'extravagant. Tu vois, je travaille plus la gourmandise du produit. C'est-à-dire que quand je dis gourmand, c'est qu'il y a toujours un peu de gras dedans. Enfin, sans parler de mauvais gras, mais je veux dire, si tu mets juste un fruit sur la table, ce sera peut-être bon, mais ce sera pas gourmand. Enfin, ouais. Il y a des fruits gourmands, il y en a d'autres un peu moins. Mais c'est pour ça que quand tu veux une pâtisserie, généralement, c'est pour te faire plaisir. Et le plaisir, il passe par ça, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis pas que ça existe pas, mais tout ce qui est vegan et compagnie, c'est compliqué de retrouver les codes de la pâtisserie pour moi. En tout cas, dans ma pâtisserie à moi. Parce que pour l'instant, j'ai réussi certaines pièces, mais pas de là à dire que j'ai un univers vegan, parce que je ne trouve pas encore cette gourmandise-là pour bien définir ma pâtisserie, tu vois. Et du coup, j'ai besoin de ça, je fais ça parce que j'aime le sucre, alors pas le mauvais sucre, mais j'aime le sucre, j'aime le beurre, j'aime les œufs, tu vois. T'aimes un peu ce qui fait la pâtisserie, donc le sucre, le beurre, mais en trouvant des alternatives pour que ça reste gourmand, bien sûr, mais pas bourratif. On me dit toujours, ouais, c'est incroyable, c'est léger, ouais, c'est peu sucré. Pourtant, je travaille avec, mais maintenant le problème de tout ça, c'est qu'on est allé dans l'extravagance de tout en fait, et que c'est à nous de réguler, de retravailler avec des sucres bien travaillés et pas de l'acheter au fin fond de l'Est, tu vois, et de juste de ressourcer et de remettre plus 1 kilo, mais 200 grammes si ça suffit, tu vois, de sucre dans une recette, tu vois, c'est plein de choses comme ça. Oui, et en fait, à propos d'extravagance, ce qui est compliqué avec le mot pâtisserie, c'est que ça peut recouvrir beaucoup de réalités différentes. Et donc, parfois, on parle de bons gâteaux, parfois, on parlera d'œuvres d'art. Et la question aussi, tu parles de gourmandise et de plaisir, c'est où est-ce qu'on place le curseur entre le fait de proposer aux gens quelque chose qu'ils connaissent, qui peut-être leur rappellera des souvenirs, ou leur proposer quelque chose qui vend du rêve et qui soit un peu... intouchable. Il y a des desserts dont on entend souvent « j'ai pas envie de le manger tellement c'est beau ». C'est vrai. Mais il n'y a pas de curseur à placer. Ça, c'est la patte d'un chef, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce que le chef a envie de faire. Tu prends Cédric pour le nommer. Tu prends Cédric, il a clairement... c'est un des meilleurs en termes de tout ce qui est visuel. Il fait aussi du très bon. Mais par contre, lui, il s'est vraiment placé dans le visuel. T'en as d'autres. Philippe Conticini, c'est clairement dans le goût. Tu vois, dans le goût, dans les textures. Donc, pour moi, il n'y a pas de curseur à placer. Maintenant, si c'était propre à moi-même, j'aime bien les deux. Tu vois. Mais je veux surtout pas que le visuel il passe au-dessus du goût. Absolument pas. Je préfère qu'un dessert soit moins beau, mais bien respecté. Des fois, tu peux avoir une tarte très simple. Une belle ganache, bien faite, bien réalisée, comme ma tarte chocolat sarrasin. Très simple, très gourmande, tu vois. Mais quand les clients la goûtent, oui, mais c'est pas, tu vois, c'est pas quand... Ah non, c'est pas extravagant du tout pour le coup. Mais il y a des codes qui font que, quand tu la regardes en photo, tu vois, le fonçage, il est parfait, pas de bulle d'air, la ganache, elle est bien bombée. Enfin, tout ça, c'est aussi un aspect hyper visuel, mais
différents, tu vois. Ça d'ailleurs, c'est un peu devenu une signature. Dès qu'on dit tarte chocolat sarrasin, les gens pensent à toi et tu as très généreusement partagé cette recette. Tant et si bien que beaucoup de gens la reproduisent à la maison. Alors ça donnera jamais exactement la même chose. Ouais. Mais, Et d'ailleurs, tu parlais de Philippe Conticini, c'est lui qui a écrit la préface de ton livre. Ouais. Du coup, tu... Ouais, bah, après, Philippe Conticini, ça a été un peu une de mes plus belles rencontres dans le métier. Parce que j'ai tous ces livres, mais quand je suis arrivé à Paris, c'était déjà quelqu'un qui... Enfin, Pierre Hermé, Philippe Conticini, c'était des gens qui étaient déjà hyper hauts. Donc j'ai grandi avec Sensation, j'ai grandi avec plein de livres de ces personnes-là. Et puis quand il est venu me voir au Prince de Galles pour débattre sur la vanille, par exemple, c'est pour ça qu'on s'était rencontrés. Ouais, ça a été une super rencontre et il a vraiment aimé mon univers. Il s'est retrouvé dans mon univers, il le dit clairement dans la préface du livre. Et après, il venait tout le temps et on a appris à, je sais pas, tu vois, sans le vouloir, on a accroché ensemble et ça fait partie d'une belle rencontre. Ouais, parce qu'en fait, vous avez quand même une pâtisserie, je dirais un peu qui se ressemble dans le sens où vous faites vos visuels, donc ils sont très beaux, mais vous faites vos visuels vraiment en faisant ressortir le produit. Là, comme tu parlais de ta tarte, tu mises sur ton fond de tarte vraiment parfait, ta ganache bombée. Donc c'est vraiment les produits qui composent ta pâtisserie qui font vraiment tout le visuel, quoi. Exactement. Et c'est vrai que Philippe Conticini fait beaucoup ça aussi. Ouais, ouais. Lui, il est beaucoup dans la texture, il va prendre des photos, il va te mettre des photos. Ah ouais. Quelqu'un qui ne connaît pas, il va dire c'est quoi? Il a pris de la crème, à 2 cm de la crème parce qu'il veut montrer des bulles d'air, enfin, tous ces foisonnements et tout, exactement. Donc voilà, et on a un peu le même langage. Carrément. D'ailleurs, je fais une parenthèse, le livre de recettes, c'est le carnet de recettes qui déchire et on le conseille à tout le monde parce que c'est vraiment c'est très accessible. T'as voulu le composer avec des produits qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces, accessible pour tout le monde, reproductible dans des cuisines domestiques. Donc il est vraiment très chouette, on mettra le lien en description. Ouais, parce que du coup, justement, en parlant de ce livre, où tu dis que justement ta cible, c'est les gens, en fait, en faisant ce livre, tu avais cette volonté de rendre la pâtisserie en fait, accessible à tous. Et pas juste... donc toi, t'as souvent été dans les palaces. Donc, outre cette partie un peu palace, tu fais aussi une pâtisserie avec tes ateliers, ton livre, où tu veux la faire partager aux gens et que, comme quoi, tout le monde peut réaliser des super bonnes pâtisseries. Ouais, exactement. C'est quelque chose qui tient à cœur. C'est vraiment... ce livre est venu tout seul, l'idée est venue tout seul. Tout seul est venu parce qu'on me demandait souvent des recettes dans la famille et je les expliquais hyper bien. Et chaque fois, j'avais des super bons retours. Et de là, j'ai commencé à les mettre de côté. Et puis un jour, je me suis dit... moi, j'avais mon carnet de recettes, mon Moleskine. Et j'ai toujours dit, c'est ça qu'il faudrait publier, en fait. Et pas un livre de chef. Enfin, pas tout de suite, en tout cas, un livre de chef qui est bien. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour les gens. Et ouais, il a marché. Et puis là, on a signé le deuxième pour avril 2021. Ouais. Ah, génial! Il a super bien marché. Et tu vois, dans le premier, en fait, j'ai voulu casser cette barrière. Donc, comme tu dis... l'idée c'était tu vas au supermarché en bas de chez toi, tu peux quasiment faire 99% du livre, tu vois. Si je trouvais pas, je faisais pas la recette. Après, je pense que les gens en fait ils ont peur d'acheter des produits un peu nobles parce qu'ils n'arrivent pas à les travailler en fait. Du coup ils vont acheter des produits nobles mais ils vont dire de toute façon je vais pas y faire. Donc je leur ai dit que c'était, pour moi le message c'était vous pouvez commencer avec des produits un peu moins nobles, tu vois, au supermarché, et puis après une fois qu'ils ont fait, c'était le message de leur dire maintenant que tu sais faire, essaye-le avec une gousse de vanille que tu vas acheter au bon marché, tu vois, et c'est en fait tu prends le truc à l'inverse en fait, tu vois, et en fait c'est toujours pareil. Donc t'as quelqu'un en face de toi, t'as un problème, et comment tu vas lui apporter la solution tout en faisant attention à ce que ça lui serve à lui en fait, tu vois. Ouais, puis je trouve ça super intéressant comme démarche parce que en faisant dans ce sens-là, du coup, en disant aux gens commence en prenant, pas en t'attaquant aux produits nobles, tu vas aussi, peut-être que les gens vont aussi prendre conscience que le produit, un bon produit, ça fait déjà beaucoup d'une bonne pâtisserie, quoi. Et dans le deuxième, je pense maintenant Accès Plus, maintenant il y a beaucoup de gens, hein, on en a vendu presque 10 000. J'ai une communauté avec ce livre-là, je vois, ça poste tout le temps et tout. Maintenant, je sais quand je vais en sortir, forcément, il y en a beaucoup qui vont l'acheter, enfin, je pense. Et j'aimerais passer plus vers les producteurs aussi, tu vois. C'était une porte d'entrée. Souvent, les gens me disent « Ouais, mais tu parles pas des producteurs. » Oui, parce qu'aujourd'hui, tu peux pas parler tout de suite de producteurs. Oui, nous, dans le métier, tu peux. Mais au grand public, tu peux pas parce que les gens vont dire « Oui, ok, d'accord. » C'est comme moi qui cuisinais pas avant.
bah, t'achetais pas de morceaux de viande de qualité parce que tu vas tu vas pas réussir à la cuisiner. Je vais pas acheter ça que maintenant que je me suis, pendant le confinement, amusé à cuisiner tout le temps. Maintenant, naturellement, et tu vois, même pour moi, ça l'a fait. Maintenant, j'achète des produits salés un peu plus travaillés parce que je me dis, maintenant que je sais les travailler, ça va être ça plus la qualité du produit. Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant de le prendre dans l'autre sens, en fait. Ouais, et je pense, pour beaucoup de gens, ça a été ça, en fait. Ouais, en fait, il y a une confiance à prendre pour l'utilisation de certains produits, quoi. Et d'ailleurs, tu parlais de cette communauté que tu avais tout autour du livre, c'est aussi parce que tu as créé une application et que tu es très disponible sur ton compte Instagram. Je vois beaucoup dans les commentaires, tu donnes des recettes déjà gentiment. Et dans les commentaires, quand les gens te posent des questions sur le mode opératoire, tu prends le temps de répondre à chacun, toi-même d'ailleurs. Comment tu trouves le temps de faire tout ça ? Bah après, tu t'organises. Enfin, ça dépend ce que tu veux, en fait. Ça dépend ce que tu veux, tu te files tes objectifs, et puis après, tu t'organises. Tu pourras avoir 8 projets, ou en avoir 6 et t'occuper de toute cette partie-là. Tu vois ? Mais pour moi, en fait, c'est ces gens-là qui te suivent tout le temps. En fait, je pars du principe que ces gens-là, ils sont là, ils te suivent sur Insta. Tu vois, on a des milliers et des milliers de followers, des gens qui like tout le temps, qui sont tout le temps présents. C'est ce qui nous donne notre notoriété. Donc, c'est ce qui fait que le Fouquet's peut-être a regardé. Alors, c'est pas que ça, mais ils se sont dit, bah, c'est aussi ça, où il y a des marques qui nous contactent, où il y a des gens et tout. Tu vois, alors je prends l'exemple du confinement. Aujourd'hui, c'était à nous de rendre l'appareil à tous ces gens-là qui te suivent tout le temps. Tu vois, c'est comme ça que je l'ai pris tout simplement, en fait. Ils étaient chez eux, et ben, nous aussi, on avait du temps, et ben, je l'ai partagé avec ces gens-là qui sont tout le reste de l'année avec nous. Chaque fois qu'on poste une photo, boum, 500, 1000, 1500, 2000, plus, à liker tout le temps, à répondre, tu vois, à interagir. C'est ce qui fait, hein, nous, c'est ce qui nous fait grandir au final. Parce que c'est ce qui nous fait avoir nos projets, nos marques, nos trucs et tout. Donc, c'est comme un chanteur où toi, tu te déplaces. Enfin, tu vas à son concert, tu payes ta place, t'y vas. Bah ouais, enfin, tu vois, il y a un moment, il faut leur rendre, tu vois. Ouais, en fait, c'est vraiment ça, tu leur rends l'appareil, parce que aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux, Instagram, c'est très important dans la notoriété des pâtissiers. Et bah voilà, si il y a la queue devant Yann Couvreur ou etc., c'est peut-être aussi en partie grâce à son compte Instagram. Et du coup, vraiment, tu vas un peu rendre l'appareil à tous ces gens qui te suivent en leur offrant un peu de ce que tu peux leur offrir, donc, et puis de ce qu'ils attendent de toi, donc des recettes, etc., quoi. Et puis, du temps, en fait. Du temps. Combien de messages j'ai eu? Merci juste pour votre temps. Je reçois des super beaux messages, hein. Mais vraiment dingue. Il y a des gens qui... Enfin, c'est vraiment... Moi, des livres, j'en ai vendu rien qu'à moi-même. Moi, j'ai un petit stock chez moi. J'en ai envoyé au moins 15 ou 20 pendant le confinement. Parce qu'il y a des gens qui m'appelaient, ouais, on n'arrive pas à le commander, nanana. Donc, je laissais mon petit mot dedans. Enfin, tu vois, c'est des trucs... Et c'est des gens, ils étaient à tous les lives. À chaque fois que je fais des recettes, ils les repostent. Alors oui, ils avaient que ça à faire. Mais enfin, je veux dire, c'est ta recette, tu vois. Enfin, c'est cool. C'est-à-dire qu'ils te suivent. Tu vois, Ils reproduisent. Ouais, c'est hyper cool, tu vois. C'est vraiment hyper cool. Ouais. En vrai, c'est super intéressant cette proximité parce que Instagram et les lives, ça crée ça. En fait, c'est une interaction directe, sans aucun filtre, sans rien Exactement. qui passe à travers. Et c'est d'autant plus intéressant que toi, tu as beaucoup été chef dans des palaces où parfois les gens n'osent pas entrer. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est d'où mes ateliers. En fait, j'aime ce côté Instagram. Mais pour moi, ça n'existe pas, en fait, tu vois, c'est bien, je joue avec parce qu'il faut jouer avec aujourd'hui, et je pense que c'est un bon moyen de communication pour nous, mais il manque un truc, tu vois, il me manque un truc dans Instagram, à part dans les lives, tu vois, mais sinon, il me manque un truc, et c'est pour ça que j'ai tout de suite lancé des ateliers, parce que pour rencontrer ces gens-là. Les ateliers, c'est les ateliers qui déchirent. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le projet ? Bah, comme le livre a très bien marché, et on m'a contacté pour donner des cours dans un atelier pâtisserie. Et j'ai dit à cette personne, en fait, je vais louer ton espace pour faire mes ateliers. Je sortais du concours des meilleurs de France, je sortais de livres et tout. Et du coup, je me suis lancé là-dedans, mais enfin, tu sais, comme une idée que t'as. Et hop, j'ai monté une société. Et j'avais mes 2 gars qui me suivent encore, qui sont avec moi au Fouquet's. Et on s'est acheté, tu vois, tous les bocaux, les machins, les trucs. On a dit, le modèle qui va le plaire au maximum aux gens, c'est de passer une journée entière ensemble, là où ils vont prendre le maximum d'expérience. Donc c'était 9h30, 18h à peu près. On allait déjeuner ensemble à midi, ils repartaient avec leur gâteau, et c'est eux qui faisaient tout de A à Z, tu vois. Et nous, on était derrière juste pour leur filer les coups de main, pour parler avec eux, mais quand tu fais, c'est différent, tu vois. Et tu fais tout à la main avec les pâtes, les brioches, les pâtes, les crèmes, les trucs et tout.
Donc, Comme ça, il n'y a pas l'excuse, j'ai pas le même robot chez Exactement. moi. et j'explique, si t'as un robot, tu peux le faire au robot, mais de les faire une fois à la main, c'est de comprendre juste la pâte et comprendre le truc. Et d'ailleurs, c'est combien de participants par atelier? C'est 6 ou 8 max, tout dépend, parce que là j'ai commencé à les faire en province, quand l'espace le permet, je suis monté jusqu'à 8. Mais il faut vraiment qu'il y ait, quand je fais 8, c'est qu'il y a tant et tant d'espace par personne, parce qu'il faut de l'espace. Parce que quand tu fais plusieurs trucs en même temps, t'étales une pâte, t'as déjà un peu de pesée prête pour celle d'après. Enfin, on a notre cahier de charge, en fait, si tu veux, quand je cherche des endroits ailleurs. Ouais, donc c'est vraiment un atelier où pas trop de monde, tu les laisses faire toute leur préparation, où c'est vraiment du partage, tu veux vraiment... c'est pas des ateliers juste pour faire des ateliers, c'est pas de la masterclass, quoi. Une fois de plus, c'est pour les gens. Voilà, c'est ça. Si tu passes ta journée quand ils arrivent, je leur dis c'est votre journée, vous me dites ce que vous voulez, enfin s'il y a des trucs qui vont pas, et vous allez voir, on va faire des gâteaux. Alors il y en a qui me disent ouais, moi j'ai jamais fait de gâteau, mais on m'a offert ça. Ils ressortent, ils ont poché, ils ont fait, enfin tu vois, ils ont touché une poche à dos, ils ont étalé leurs trucs, ils sortent avec des cakes, des machins, ils se sont dit putain mais c'est moi qui ai fait ça, c'est incroyable. Et du coup, laisse tomber. Moi j'ai rencontré des gens aux ateliers aujourd'hui, je suis mais très proche d'eux. C'est des gens qui me suivent mais très très fort, vraiment. Ouais, je voulais justement te demander ça. T'en as qui reviennent à des ateliers? Il y en a qui ont fait 4 fois déjà. Là, j'ai reçu des messages vivement que ça reprenne. Et de loin, hein, ils viennent de loin en plus. Hein. Ah, c'est trop bien. Ah ouais, trop cool. D'ailleurs, du coup, on a quand même pas mal parlé d'Instagram. Et à propos de réseaux sociaux, est-ce que toi, quand tu t'exprimes, est-ce que tu parles en tant que Nicolas Pacello ou est-ce que tu parles en tant que Nicolas Pacello, le pâtissier de tel ou tel établissement? Est-ce que tu sens une tension entre l'image personnelle que tu souhaites renvoyer et l'image qu'il faudrait que tu renvoies Ah non. Ah non. Moi, je sens pas Mon image que je renvoie en tant que chef pâtissier, c'est mon image à moi, aujourd'hui. Bien sûr que j'ai ma tenue, bien sûr que il y a peut-être un code un tout petit peu plus élevé quand je suis au Fouquet's, et encore. Parce que je suis comme ça dans tout, tu vois. Enfin, j'ai envie de dire, même si c'est l'atelier qui déchire, demain, c'est pas si loin que ça avec le Fouquet's et d'autres projets que j'ai à côté. Parce qu'on met un certain standing dessus, c'est-à-dire que les gens, enfin c'est super bien organisé, les gens ils passent un bon moment, c'est pas fait à l'arrache, tu vois. Et puis quand le moment d'atelier, on bosse et je reste le chef entre guillemets, tu vois. D'ailleurs, quel genre de chef pâtissier tu dirais que t'es dans ton labo? Comment ça se passe? Je suis hyper rigoureux, c'est-à-dire que je suis hyper rigoureux avec moi-même, avec certaines méthodes de travail, c'est-à-dire les cuissons. Et ça, du coup, quand tu l'es avec toi-même, tu l'es avec les autres, tu vois. Donc, je suis cool, mais je suis aussi du tout au tout, tu vois. C'est-à-dire que je peux être hyper cool, hyper marrant, hyper drôle, hyper avec mon équipe, et quand ça va pas, je peux péter des câbles. Vraiment à l'extrême parce que je suis parce que c'est trop important. C'est qu'un gâteau, mais des fois on se met à l'envers pour des gâteaux et ça du coup ça m'arrive rarement, mais ça m'est déjà arrivé, ouais. S'il y en a qui écoutent, ils vont se reconnaître. Et tu parlais du coup tout à l'heure quand on parlait de Stéphanie Lequelec que tu trouves qu'il faut une vraie connexion avec les chefs quand tu fais les desserts, etc. Est-ce que dans tes équipes aussi tu recherches cette connexion-là, dans tes équipes de pâtissiers? Une connexion un peu personnelle, apprendre à les connaître pour savoir quel pâtissier. Moi aujourd'hui, bah oui, t'es obligé. En fait, t'es pas obligé, mais si tu veux que ça roule comme toi tu le veux, tu sais, moi j'ai souvent, alors pas ceux qui viennent de commencer, mais ceux qui ont déjà fait 1 an et demi, 2 ans avec moi, tu sais, tu les vois le matin, tu sais quand ça va ou quand ça va pas, tu vois. Tu sais pas ce qu'il y a, mais tu sais, parce que tu les connais, tu passes énormément de temps avec ces gens-là, presque plus qu'avec les gens avec qui tu vis et du coup, ben les gens quand ils arrivent, ils sont pas bien. Alors au début, tu laisses 1 jour, 2 jours, après tu te mets dans le bureau avec eux, tu dis qu'est-ce qui va, est-ce que tu veux en parler et du coup, tu sais comment les prendre parce qu'il y a des jours où tu peux demander beaucoup et il y a des jours où tu peux pas demander beaucoup, tu laisses couler et c'est hyper important. Et c'est à toi après de les mettre en condition, c'est-à-dire que tu sais, une période de fête, ça se travaille et ça se travaille pas que dans les produits, ça se travaille dans l'équipe, tu vois. De leur donner assez de repos avant, qu'ils soient bien, dans un bon cadre, qu'ils te fassent confiance à 100%, que quand tu leur dis on va faire un 1er décembre jusqu'au 24 non-stop, ils te suivent parce qu'ils sont prêts, tu vois. Et ils n'auront pas fait ça toute l'année. Ça, c'est à toi de tout préparer, en fait, tu vois. Moi, je vois, déjà là, alors, c'est parce que c'est le confinement et qu'on a pu prendre de l'avance, mais ouais, j'ai déjà fait mes tableaux d'organisation, de production pour... quelques projets que j'ai à côté parce que quand ça va recommencer en septembre, on va être sur les chapeaux de roue parce que tout ce qui était en début d'année va être décalé.
sûrement en fin d'année. Déjà, en tout cas, il y a déjà des trucs en option qui ont déjà été décalés. Donc ça va être une belle fin d'année, ouais. D'ailleurs, du coup, là, on voit que tu as une casquette de manager. Donc toi, à la base, tu étais pâtissier. Maintenant, tu es entrepreneur, manager, communicant. Ouais. Ça fait beaucoup. C'est vrai, ça fait beaucoup, mais je pense que tu l'as au fond de toi. Ça vient tout seul. Je pense que c'est pas une généralité, mais quand t'es créa, quand t'es quelqu'un de créa, tu l'es pas que dans les gâteaux, en fait, tu vois. Tu te lasses des choses, tu fais, et puis tu te lasses des choses, et t'as besoin de... En fait, je me remets en question tout le temps. Challenge. Voilà, tu te remets en question. C'est exactement ça. Que ce soit dans... Mes desserts sont jamais figés, tu vois. Jamais, 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 jamais. La tarte chocolat, on a changé de chocolat, on a cherché d'autres farines, le visuel et tout, tu remarqueras pas, mais elle a évolué. Les ateliers ont évolué depuis 1 an et demi, tu vois. Et ils évolueront encore l'année prochaine. Et s'ils évolueront plus, j'arrêterai. Je me dirais, soit on le fait pour grandir, soit on le fait plus. On va pas perdre du temps sur quelque chose, on va pas les faire prendre. Enfin, c'est pas en tout cas mon souhait de lancer quelque chose et de le laisser stagner. Ouais, faire du surplace, ça t'intéresse pas, quoi. Non. Et juste pour en revenir, on en revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur que tu pâtissais pour les gens, que tu voulais rendre la pâtisserie plus accessible. Est-ce que tu as eu cette volonté-là parce que tu trouves que la pâtisserie, elle est moins accessible aujourd'hui ? Non, je pense que j'ai fait ça parce qu'il y a vraiment eu une vague de gens qui se sont tournés vers la pâtisserie avec ces émissions, avec tout ce que... Enfin, il y a quand même eu... on a vu tous ces CAP en candidat libre et cette envie à la maison de faire des gâteaux. Moi, je voyais, c'est ce que je vous ai dit avant, on m'appelait, t'as pas une recette, t'as pas une recette, t'as pas une recette. Après, c'est que ça continue naturellement. Tu vois, j'ai senti le filon, je suis entré dedans et aujourd'hui, quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans sa manière de faire, c'est Cyril Lignac, tu vois, qui le fait naturellement et qui a donné tout son temps de son confinement, à 100%, à faire des recettes tous les soirs. Ouais, c'est vrai. C'est que moi, j'ai fait 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. C'est déjà énorme. C'était déjà énorme. Et lui, en dessous, il a 150 personnes. Enfin, moi, j'ai travaillé avec lui, donc je sais exactement. Et encore, il a encore évolué. Il s'entoure, et pour moi, c'est vraiment un exemple. Oui, parce qu'en fait, ce dont on se rend pas forcément compte, c'est que si le live dure 2 heures, en tout, ça te prend 5 heures minimum. Il y a le travail brut, et puis il y a la réflexion. La mise en place. Je sais que j'ai un live mardi. C'est le mardi d'avant où je me dis tiens, j'ai un live mardi prochain, qu'est-ce que je vais commencer à faire, et j'aime faire des choses différentes. Je sais pas si vous avez vu, mais la tuile à la fin que j'ai fait, la tuile sésame, c'est des trucs que j'ai jamais fait, mais je veux dire, je faisais des tuiles, sauf que là je me suis dit je vais pas leur montrer simplement une tuile, j'ai cherché un truc, donc j'ai fait des essais le matin ici, et c'est pas des gros essais, mais c'est quand même des essais pour que pendant le live ça se passe nickel. Tu vois, le coup de l'aluminium, je sais pas si vous avez vu, mais le coup de l'aluminium, j'ai trouvé sur le coup, oui. C'est d'étaler la bande, parce que je me suis mis dans la tête de quelqu'un. Si je commence à découper un chablon comme on fait souvent nous, tu vois, on découpe des chablons et tout, les gens, tu les perds direct, tu vois ce que je leur dis. Par contre, si tu coupes une bande d'alu et tu la plies, combien j'en ai eu de photos de gens qui ont refait, parce qu'ils l'ont à la maison, le truc. Juste le chablon, c'est une espèce de pochoir. Voilà, si tu prends un set de table un peu épais, ouais. Tu découpes en rond, en rectangle. C'est facile, mais c'est chiant de préparer. Nous, on le fait au boulot parce qu'on va le réutiliser beaucoup de fois. C'est des techniques pour aller plus vite. À la maison, tu vas le faire une fois. Et là, tu vois, j'ai regardé autour de moi. Qu'est-ce que je pouvais prendre, tu vois. Et j'ai vu l'alu. Et j'ai dit, c'est facile, en fait. Et ça marche très, très bien. Et mon sous-chef, il a rigolé parce que des fois, on fait des chablons one-shot. Il perd du temps à le faire. Alors que tu pourrais très bien faire ça, tu vois. Carrément. C'est génial. Merci déjà pour tout ça. Je sais pas si tu as une autre question, Clémence. Non, c'est bon. Je pense qu'on mettra un lien en description vers la recette avec la tuile de sésame et l'aluminium pour que vous voyez. Ouais. Sinon, nous, on a nos petites questions un peu fétiches qu'on pose à tous les invités. Donc, je vais te poser la première, c'est est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir sucré ? Je vais faire rire mes frangins, mais ouais, enfin après, mon premier souvenir, alors je pense que... Il y a quelque chose qui nous a marqué vraiment dans la famille. On avait une tante qui faisait un cake au chocolat pour les anniversaires en fait. On avait tous toujours le même, mais elle faisait un cake au chocolat qu'elle recouvrait d'une ganache chocolat assez particulière. Il y avait un goût assez particulier, tu vois. Et elle faisait à tous les anniversaires et on adorait. Alors il y avait ça et la tarte au fromage de ma grand-mère, pareil. On avait ces 2 gâteaux qui étaient là à tous les anniversaires depuis tout petit. Je pense que tu peux trouver des photos où vraiment il y a ce gâteau là devant. Parce que tu vois, c'est un truc de fou, fini pareil, les petites bougies dessus. Et chaque fois, ils mettaient une figurine. Et à chaque année, on avait une figurine différente. Et jusqu'à 18 ans, tu avais 18 petites figurines comme ça. La tradition. Non, mais voilà, mais oui, parce que c'était comme ça. Et ça, c'est les premiers souvenirs vraiment de cette couche de ganache dessus là. Tu
qui figeait un peu. Donc il y avait ce mélange entre le moelleux et ce glaçage un peu maison, mais avec un goût un peu particulier. Ouais, ce glaçage un peu épais, mais un peu gourmand. Ouais, justement. mais super gourmand en fait, ouais, carrément. Trop cool. Trop bien. Et pour terminer, est-ce que tu aurais des petites adresses à nous conseiller ? Ça peut être des pâtisseries évidemment ou des restaurants. Tes petits coups de cœur en France. Ouais. J'ai Choco Carré derrière. Non, en tant que vraiment chocolaterie, Choco Carré pour moi c'est vraiment le must ultime. Alors, on en rigole parce que oui, je travaille avec Jean-Pierre, mais je trouve que le concept, je sais pas si vous avez déjà pu goûter, mais pour moi c'est une super bonne idée, c'est très visuel, c'est très joli. Et voilà, bon bref, ça c'est vraiment un endroit que j'aime conseiller. En resto, alors il y a Substance dans le 16e, vraiment avec Mathias Marc, le chef que j'aime beaucoup. Il va y en avoir plein, tu vois, des adresses comme Pochoka à Paris, des petits restos hyper accessibles. J'ai envie de vous dire, si vous aimez le gastro, Stéphanie. Non mais voilà, elle a vraiment son monde et elle défend son monde et c'est vraiment intéressant. Enfin, pour tous les niveaux, ça va vraiment de Pochoka. Au-dessus, t'as Substance et après, pour être dans toutes les gammes, tu vois. Tous les budgets. Voilà, dans tous les budgets. En pâtisserie, j'aurais tendance à dire Boris Lumet dans Colincourt. J'aime beaucoup. Pareil, c'est très gourmand, c'est très vrai, c'est très, tu vois, j'en aurais plein. J'ai plein de copains, j'ai plein de trucs, mais il a quelque chose. Il est entrepreneur, il a monté son truc tout seul. Aujourd'hui, ça fait 7 ans, 8 ans. Enfin, tu vois, au-delà des gâteaux, il y a vraiment quelque chose. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est très bon ce qu'il fait. Et ailleurs en France, un petit truc un peu gastro dans le sud-ouest, à Bidart, la table des Frères Barbour. Table des Frères Barbour, parce que pareil, je le connais, mais ça respire la gastronomie, mais c'est un domaine qu'il faut faire, quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même accessible à déjeuner là-bas quand on descend en vacances. Et Patrice, maintenant, qui est meilleur ouvrier de France, avec qui j'ai grandi chez Fauchon, qui c'est familial, et tu le rends du moment que tu rentres dans le domaine, c'est waouh, tu vois, c'est comme quand tu vas visiter un truc. C'est voilà. Bah, faut en profiter, hein. Cet été, on va devoir partir en vacances en France, donc faudra en profiter pour y aller. Et puis Bidart, c'est très sympa. C'est très joli en plus, tu vois. en Donc, plus. non. Bon, bah merci. On a du salé, du chocolat, du sucré. Tout, ouais. Parfait, c'est trop cool. Bah, merci beaucoup Nicolas. Merci à vous et bonne Merci continuation. beaucoup pour tout ça. Et à bientôt. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir accueillis chez toi, de nous avoir exposé ta vision de la pâtisserie et ta volonté de vouloir la rendre accessible. Avec toi, on aura parlé de créativité, de gestion des priorités, d'organisation et encore et toujours de gourmandise. Si vous ne le suivez pas déjà, vous pourrez retrouver Nicolas sur Instagram, Nicolas Paciello, ou alors goûter ses créations au Fouquet's, ou alors peut-être assister à un de ses ateliers, les ateliers qui déchirent. Sans oublier son petit livre de recettes, le carnet de recettes qui déchire. Quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram, l'envers-du-dessert, sur notre site, l'enversdudessert.com, ou même vous inscrire pour recevoir notre newsletter où on vous racontera des histoires chaque semaine pour accompagner la sortie des épisodes. Et puis pour terminer, on vous l'a déjà dit au début de l'épisode, mais ça nous ferait très plaisir si vous nous mettiez une petite note sur Apple Podcast, ou même un petit commentaire. Franchement, on lit tout, et ça nous fait très plaisir de vous répondre. Voilà, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!